en fait, les moments qui sont les plus intenses dans notre vie, c'est des moments de contemplation, de silence, où on comprend vraiment tout. Bienvenue dans L'Œil Écoute, le podcast indépendant qui analyse notre rapport à l'image photographique et l'évolution du médium à l'heure de la suprématie du numérique et du digital. D'où vient la sensibilité d'un photographe ? Comment se forme son écriture ? L'entretien que le photographe portugais Paolo Nossolino a accordé à Yannick Le Guillanton donne sans doute quelques réponses. Ces images sont des formes poétiques, des formes symboliques, puissantes, radicales. Elles disent la brutalité de l'existence, elles montrent son effroyable banalité. Elles parlent de la même manière des vivants et des morts. Elles sont anguleuses, elles sont la noirceur sous un soleil de plomb. Elles sont une fente dans laquelle s'engouffrer. L'art photographique est un art du silence, et dans la contemplation des choses simples, dans la verticalité de l'image, il n'offre aucune échappatoire, aucune ligne de fuite. Rien ne vient contrecarrer sa volonté d'aller à l'essentiel. Vous ne pourrez pas vous attarder sur l'inutile. Inspiré de l'anticonformisme anglais de sa jeunesse à Londres, de la peinture d'un Francis Bacon, d'un Caravage ou du retable d'Isenheim, guidé par les mots d'un Stefan Zweig ou d'un Hugo von Hofmannsthal et porté par la photographie de son ami Robert Frank, l'art de Paolo Nossolino, fait de noirs charbonneux et de blancs aveuglants, est une plongée vertigineuse vers ce qui nous rattache au monde d'après. La mort est là, qui rôde. Bonjour Paolo Nossolino. Bonjour. Merci de me recevoir à Lisbonne, dans votre studio, dans le quartier de Picoas. Paolo, vous êtes né au Portugal, où vous résidez désormais, mais Paris a été votre camp de base pour de nombreux voyages, parmi lesquels la Pologne, les Balkans, la Roumanie, mais aussi le monde arabe, l'Amérique ou l'Asie. Votre travail oscille entre lumière et obscurité, aliénation et espoir. Il a fait l'objet de nombreuses expositions et de livres, mais avant de devenir ce que vous êtes aujourd'hui, vous avez quitté le Portugal pour étudier la photographie au London College of Printing. Alors quand on est un jeune homme d'une vingtaine d'années dans l'Angleterre des années 70, est-ce que l'on est conquis par l'esprit punk des Sex Pistols ou plutôt par la poésie de Leonard Cohen, auquel vous faites souvent référence? Ah, c'est tous les deux. Je dois dire tous les deux. J'ai été pris par cet esprit de 76. Je me rappelle d'une journée où je suis allé voir Taxi Driver l'après-midi et le soir je suis allé voir les Clash. Oui. Donc c'était moi j'habitais à l'époque j'habitais tout près de Kings Road. Donc et puis je les ai tous connus quoi. Oui, vous avez été contemporain, pour vous c'est pas historique, c'est la vraie vie. C'était pour une fois j'étais au bon moment. Au bon endroit. Au bon endroit, exactement. Et d'ailleurs, l'esprit contestataire de ces années-là, dans cette capitale anticonformiste qu'est Londres, permet à ceux qui le souhaitent de s'affirmer, de dire non. Non à une vision du monde qu'on leur impose. Il me semble que cette révolte, vous vous en êtes emparé pour faire un pas de côté, pour mettre en avant ce qui échappe à notre regard, à ce que l'on ne veut pas voir. Oui, peut-être, en tout cas, c'était dans ma nature. C'était le punk n'était qu'une confirmation de. Le punk a eu des origines très prolo, quoi. C'est une Angleterre qui était pauvre et qui voulait crier. C'est pas du tout mon cas. Moi, je suis un petit bourgeois. C'est pas la révolte était autre. J'étais parti d'un Portugal fasciste et j'ai trouvé la liberté à Londres. Bien qu'il y ait peut-être eu une confrontation de milieu, vous vous retrouviez en tout cas dans cette révolte qui faisait aussi un parallèle avec ce que vous aviez vécu, vous, au Portugal, auparavant, avec la dictature. Absolument. Alors, vous revendiquez un travail qui s'intéresse au quotidien, au banal, et si vous êtes avant tout attaché au fond, vous ne négligez pas pour autant la forme, avec des noirs profonds déchirés par la lumière. Alors, il peut s'agir, je prends quelques exemples, d'un triangle pris en surplomb dans lequel des silhouettes sont enfermées, d'un immeuble construit au milieu de nulle part qui contraste avec un grand aplat au premier plan, ou encore d'une ville, je crois qu'il s'agit de Damas,
qui se déploie à vos pieds. Une image dans laquelle les détritus, par la magie de la perspective, ont à peu près la même taille que les immeubles qu'on voit au loin. Dans ces images qui s'enchaînent dans le continuum du noir et blanc, vous nous perdez aussi bien dans l'espace que dans le temps. On est finalement désemparé et seul face à nos émotions. Écoutez, ça demeure toujours un mystère. Ça demeure toujours un mystère ce que c'est la vision. La vision d'un photographe. C'est toujours... chacun de nous a le pouvoir de voir, et puis il y a d'autres qui voient mieux que d'autres, et qui observent des choses, qui sont plus sensibles à certaines choses, aux formes, aux lumières. Et c'est vrai que les lumières très fortes qu'on voit là maintenant, par Alors exemple justement, aujourd'hui. c'est un peu le paradoxe, puisque à Lisbonne, ici, le ciel est très dégagé aujourd'hui, la lumière est absolument rayonnante, Ouais. et c'est l'antithèse du travail que l'on peut voir, de votre travail. Ouais, c'était peut-être aussi une espèce de faire face à cette lumière que c'était la lumière de mes débuts, qui en fait faisait de mes photos très lumineuses, mais quelque part très contrastées aussi. Donc après, dans la chambre noire, ici, j'ai développé une écriture qui avait une tendance à pousser les choses vers le très très noir. D'ailleurs, votre travail est peut-être de plus en plus noir dans ce que j'ai vu dans Loaded Shine, par exemple, dans vos dernières images. C'est très saturé de noir. La lumière arrive vraiment comme une sorte de flash, comme un... Exactement. Trop de lumière nous aveugle, et quelque part on voit mieux dans la pénombre. on voit mieux dans le quasi noir. Et il y a une espèce de sensualité et de volupté dans le noir. On voit mieux dans le noir, et il faut malgré tout que nos yeux s'habituent à ce noir, et donc faut aussi que quand on pénètre dans un de vos bouquins ou dans l'une de vos expositions, il faut qu'on se laisse aussi un petit peu de temps pour regarder les choses et ne pas le faire de façon superficielle. Absolument. L'Expo Pompidou était un bon exemple de ça. Une exposition donc qui a eu lieu en 2022, je crois, où vous présentiez votre travail avec Rui Chafes et Pedro Costa. Ouais. Alors ces éléments qui ne sont qu'une expression de la réalité, ce que je viens de citer, nous plongent dans une sorte de songe qui peut prendre une tournure inquiétante d'image en image quand on est confronté à des corps enveloppés dans des linceuls, par exemple, des immeubles détruits par des impacts de bombes, ou tout simplement un amas de fourchettes enchevêtrées qui sont autant d'armes potentielles que celles bien réelles que vous avez photographiées par ailleurs. Ces images, ce sont des coups de poing tels que ceux que la vie peut nous asséner de façon sournoise. Elles sont fortes, fracassantes et pourtant, d'une certaine façon, dénuées de violence. Il ne se passe rien, nada. Nada, c'est d'ailleurs le titre que vous aviez choisi pour l'exposition qui vous était consacrée à la MEP au début des années 2000. Vous êtes toujours dans la suggestion, mais il y a très peu d'action. J'ai horreur de ce qui est trop visible, trop évident. Voilà. J'ai horreur de l'évidence. Donc, par exemple, le photojournalisme et les images qui sont très immédiatement reconnaissables et lisibles, me semblent très peu intéressantes. Une image, il faut qu'elle me fasse réfléchir. Donc, il faut qu'elle soit ambiguë, et il faut qu'elle pose des questions, il faut qu'elle donne un coup de poing. Oui, c'est exactement ça. Il faut qu'elle donne un coup de poing, parce que sinon ça vaut pas le coup de les faire. Néanmoins, c'est un coup de poing un peu à rebours, puisque je voudrais qu'on parle d'une autre image, une image que vous avez réalisée à Sarajevo en 97. Il s'agit d'un enfant, je pense que c'est un petit garçon, qui semble calme, apaisé, et finalement, quand on s'approche de l'image, quand on la regarde avec plus d'assiduité, on s'aperçoit que cet enfant est mort. Et donc, c'est un peu ce que vous évoquiez à l'instant, enfin, ce que j'évoquais à l'instant avec l'effet rebours, c'est-à-dire que on peut être surpris aussi, on peut être trompé par l'image, et donc, il faut s'approcher pour voir un peu de quoi il s'agit. Alors oui, je suis parti à Sarajevo en 97. En 97, c'était une carte blanche, une commande
sur les cicatrices de la guerre. Il y avait 3 ans déjà de ça. Et donc je suis parti à Sarajevo, d'ailleurs dans des conditions assez dures. J'étais alcoolique, j'ai arrêté de boire le 21 mars, jour de mon anniversaire 97. Et je suis parti au mois d'août à Sarajevo et c'était mon premier reportage sans boire. Et je pensais que je pouvais pas faire une photo sans boire. Donc je suis parti dans un sale état. Et j'ai traîné, je suis resté au centre André Malraux, à Sarajevo, lieu où beaucoup de gens ont passé. Et j'ai commencé à photographier la ville, et j'avais un chauffeur serbe, Stanko. Et un jour, j'ai dit, Stanko, j'aimerais bien aller voir les auteurs de Sarajevo, voir où les snipers étaient, et voir ce qu'on voyait de là-haut. J'ai un gros coup de frayeur ce jour-là parce qu'il m'a dit il faut faire très attention parce que il y a des mines partout et il faut rien toucher, il faut rien ramasser parce que ça peut vous exploser. Donc suivez mes pas. Donc j'ai pas pu me concentrer sur rien quoi. On est mort de trouille là quand on est conscient des choses. J'avais été à Beyrouth une fois comme ça, on est venu m'enlever de là en disant mais vous êtes fou être là au milieu tout est miné là. Mais quand on sait pas, on le fait, mais dès qu'on sait, ça devient handicapant. Surtout dans votre cas, vous qui vous approchez au plus près, me semble-t-il, de l'objet que vous photographiez. Oui. À cette époque, j'étais encore un peu dans un cadre un peu plus lointain. Mais après ça, je lui ai dit écoute, j'aimerais bien aller voir la morgue de Sarajevo parce que il y a un homme qui était le chef de la morgue à Sarajevo, il doit peut-être y être encore. Donc on est allé à la morgue et j'ai finalement connu ce monsieur Zindo Hamid, il s'appelait Zindo Hamid, qui a vu toutes les horreurs de la guerre. Et il m'a dit, je voulais faire son portrait, il m'a dit mais avant venez, il y a quelque chose qui vient d'arriver, je voulais vous montrer. Il m'amène dans une salle et je vois comme un petit paquet. Et il commence à ouvrir ce drap, à le dévoiler, et je vois cet enfant. Il a dit, il est là depuis 2 jours, personne réclame son corps, il est mort de faim. Ça, c'est l'histoire derrière, effectivement, l'image. Donc, en fait, à cette époque-là, à Sarajevo, il y avait encore des famines, il y avait encore... Non, il y avait toutes les ONG étaient là-bas. Il y avait tous ces types avec leurs jeeps et leurs walkie-talkie qui traînaient dans la ville. Il y avait de l'argent, pour nourrir les gens. Je sais pas comment ce môme a pu mourir de faim, quoi. Et personne réclamait son corps. Et il avait exactement l'âge de ma fille. Et, oui, on sent qu'elle vous touche cette image. C'est un petit ange, un petit ange qui est là. Et j'étais, je lui dis, c'est encore rentrons. Là, c'est bon, j'ai fait ce que j'avais à faire à Sarajevo. Et je suis allé me coucher. Vous me disiez à l'instant que vous étiez en commande pour Sarajevo. C'était pourquoi? C'était pour les rencontres de Coimbra, qui faisait ici au Portugal, qui me passait pendant quelques années, il me passait toujours une commande de carte blanche pour une expo pour les rencontres. Donc il me disait où est-ce que tu veux aller, qu'est-ce que tu veux faire. Je dis bon, je veux aller là. Et il me donnait un peu d'argent et puis il y avait la production de la chose et puis c'était montré ici aux rencontres. C'était la question que je voulais vous poser, c'était le choix de cette ville en fait. C'était une ville aussi qui vous intéressait par rapport à par rapport au fait qu'on en avait beaucoup parlé dans les médias auparavant. Non, parce que ça faisait un bout de temps. Ça faisait un bout de temps depuis que je suis allé en Pologne pour encore une autre commande pour le ministère de l'Agriculture et de la Pêche. Je suis allé en Pologne et je suis allé à Auschwitz. Donc Auschwitz ça a été pour moi quelque chose qui m'a profondément marqué puisque j'ai décidé à un moment de travailler sur l'Europe. J'avais fait 12 ans de pays arabes et puis je m'étais rendu compte que vraiment c'était mon monde. C'était un monde que je comprenais déjà. Je savais la tension qu'il y avait. J'en ai fait un livre, il s'appelle Pénombra.
Mais après, je me suis dit, ce qui me concerne vraiment, c'est l'Europe. Donc, et l'Europe, le centre et j'ai commencé à travailler sur l'Europe. C'est l'Europe, en fait, l'Europe centrale, l'Europe derrière le mur. L'Europe qui 89, commence quelque part qui commence toujours, il va commencer toujours à Berlin parce que c'est là que le Troisième Reich. Donc, on commence par ça, on commence par cette horreur-là. Et Stéphane Zweig aidant, avec Un monde d'hier, qui était un livre de chevet pendant toute l'époque que j'ai travaillé sur l'Europe. Cet escargot qui commence à Berlin, qui passe à Vienne, qui s'étend un peu partout, et qui passe par Auschwitz, et qui finalement, des années après, finit à Sarajevo. Donc pour moi, c'est une boucle. C'est-à-dire, je veux parler de l'Europe, je veux comprendre l'Europe, la clé de l'Europe, quelque part, c'est Auschwitz. Parce que c'est là l'horreur totale. D'ailleurs, en fait, dans vos expositions comme dans vos livres, il me semble que les légendes ont une importance souvent relative, sauf pour des images telles qu'à Auschwitz. Parce que pour vous, il faut placer un point de repère précis par rapport Absolument. à ça. C'est un pilier. J'ai fait très peu d'images là-bas, parce que c'est infotographiable. Mais, par exemple, l'image que vous avez mentionnée tout à l'heure des fourchettes, je l'ai fait dans un Emmaüs à Mulhouse. Et quand j'ai vu toutes ces fourchettes, tout de suite, ça m'a rappelé les lunettes, les chaussures, les cheveux qui sont à Auschwitz. Et il y a aussi la violence. Alors, il s'agit pas de couteau, mais on voit cet éclat métallique, en fait, dans vos fourchettes qui, tout de suite, traduit la violence que cet objet peut devenir. En fait, ça peut devenir un objet un peu fatal. Oui. Alors, même si l'humain est absent de vos images, parfois, sa présence est palpable. C'est l'homme qui a dépecé la carcasse, le mur qui a été construit, les pyramides qui ont vu passer tant de générations sur le plateau de Gizeh, et inexorablement, comme le sable autour de ces pyramides, ces images semblent nous dire que tout est vanité et que nous retournerons nous aussi à la poussière. Il y a un peu de ça dans votre travail. Exactement. Exactement. Les empereurs romains, ils avaient toujours quelqu'un qui venait derrière eux et qui leur rappelait tout le temps que la vie était éphémère. N'oublie jamais. Oui. N'oublie jamais. Oui, dans leur philosophie, effectivement, c'était très présent. Alors, on vient de parler de la façon très radicale avec laquelle vous travaillez. En préparant cet entretien, j'ai découvert que vous aviez collaboré avec Robert Frank en 99 sur un film qui s'intitule Sanyo à Paris. Ça a dû être une expérience formidable pour vous d'échanger, de confronter votre regard avec un photographe qui, comme vous, apportait un regard différent sur la photographie, cette fois dans les années 50, et dont il nous reste une trace importante avec son livre Les Américains. Non, c'était très enrichissant parce que Robert Frank a été pour moi une grande influence dans mes débuts. J'ai découvert Robert Frank, pas les Américains, mais un livre que j'estime qui est plus important que les Américains, qui s'appelle The Lines of My Hand, les lignes de ma main, et qui est un livre autobiographique. Où il mélange un peu tout et des photos personnelles avec des photos de reportage et où il donne une autre dimension à la photo. Elle devient artistique, elle devient le travail d'un artiste et pas d'un photographe. Donc Robert, il dépasse, c'est un de ceux qui dépasse cette chose d'être photographe. Il devient un artiste quand il gratouille sur le négatif des mots. Sûr. Donc quand j'ai reçu son coup de fil, m'invitant parce que on était chez le même éditeur, Scalo, à Zurich, et qu'il avait vu mon livre Pénombra, et quand il m'a invité à faire la caméra à 16 mm de ce film sur ce peintre qu'il a connu, qui s'appelait Sanyu, et les mémoires qu'il avait de lui à Paris. Qui est un peintre. Alors j'ai fait une petite recherche parce que je vous avoue que je le connaissais pas. C'est un peintre qui est mort dans la misère, dans l'oubli aussi. Il est mort dans la misère et maintenant ses tableaux valent une fortune. Et Robert en avait beaucoup parce que Sanyu lui avait laissé. Et puis c'est un peu l'histoire de comment il se rappelait de Sanyu et les histoires qui sont passées ensemble, les choses qui sont passées ensemble à Paris. Et j'ai fait ce petit bout en noir et blanc. Le reste c'est fait en couleur par Robert, et c'est les ventes aux enchères des tableaux à je pense qu'à Hong Kong, en tout cas en Asie, parce qu'il voulait tout acheter, il a pas voulu, enfin bref. D'accord. Ouais. C'était
Non, c'était une expérience formidable parce que et puis on est devenus amis. Oui, justement, c'est un peu ce que je voulais savoir, On parce est que devenus amis. il y avait. Alors, c'est pas un hasard d'ailleurs si il vous a appelé suite à la découverte de votre travail chez votre éditeur, parce qu'il y a une forme de familiarité, même si votre travail est complètement différent. On sent que vous êtes des photographes aussi de la rupture, l'un et l'autre quelque part. Oui. Dionysique, pas apollonien. Donc voilà. On peut dire ça effectivement. Ouais. J'ai relevé également dans votre travail de nombreux symboles religieux. C'est l'étoile de David au sommet d'une synagogue. Ça peut être un urinoir qui pour vous évoque la frontalité d'un autel, des morceaux de bois superposés qui se transforment en une croix. Est-ce que la contemplation, qui a une dimension forte dans la religion, elle participe cette fois à une forme de mysticisme, de spiritualité dans votre travail, sachant aussi que quand vous présentez des œuvres, elles sont parfois, pas toujours, mais elles sont parfois présentées sous forme de triptyque, et que le triptyque renvoie très fréquemment à une image religieuse. Oui, j'ai grandi au Portugal et l'influence catholique, elle est très grande. Bien sûr. Et les églises ont toujours été pour moi un endroit de recueil et surtout toute l'imagerie de catholique est très forte et très puissante. Et puis j'ai découvert évidemment le Caravage, quand j'ai découvert l'Italie, j'ai senti que c'était une imagerie très puissante et comme je suis croyant, c'est normal que j'y aille. Après, j'ai découvert lors d'un séjour à Mulhouse, aussi pour une commande, pour la filature, j'ai découvert à Colmar Matthias Grunwald et le retable d'Isenheim, qui est pour moi une œuvre extraordinaire. Et le problème que j'avais justement à Mulhouse de parler de plusieurs choses au même temps, le racisme, la violence, la banalité du quotidien, ça m'a donné de l'idée de commencer à associer des images. Je me suis dit, je peux pas tout dire avec une image. Peut-être je peux les assembler comme dans un triptyque ou un polyptyque. Donc, et là, j'ai fait mon premier triptyque dans un endroit qui s'appelait Bloedelsheim et j'étais très content. J'ai pas fait beaucoup de triptyques, hein. J'en ai fait 9 ou 10. Il faut que ça signifie quelque chose. Il faut dire quelque chose avec. Mais pour revenir à cette histoire d'imagerie religieuse, oui, il y a beaucoup de symboles parce qu'en fait, à un moment, je me suis aperçu que ma photo était très très symboliste. Donc, vous partez d'objets donc du pauvre, du banal, du simple. Donc finalement, tous ces petits objets, ces choses de rien, elles prennent une importance capitale. Oui, il y a eu un moment dans ma vie. Je regardais beaucoup l'horizon et le ciel. Je regardais le ciel, je regardais les immeubles, je regardais ce que l'homme faisait. Et puis à un moment, un peu après Sarajevo, j'ai commencé à baisser ma tête et à regarder par terre. Et à regarder ce que les gens jetaient. Là, c'est presque un travail d'anthropologue, d'archéologue, de voir finalement ce qu'est l'homme à travers les objets qu'il abandonne. Oui. Et commencer à donner de l'importance à ce que les gens ne donnent pas. Il y a les lettres à Lord Chandos de Hugo von Hofmannsthal, qui est un livre qui m'a beaucoup marqué. C'est un tout petit livre que je conseille tout le monde de lire. Lettres à Lord Chandos de Hofmannsthal. Et là, c'est l'histoire d'un homme qui n'arrive pas à écrire et qui est blasé, c'est un riche et qui trouve plus de joie dans le monde, dans la vie. Mais en passant par la maison du gardien, il s'attardit devant un robinet, de l'eau qui coule, un évier, des choses très simples. Le plac de l'eau qui tombe. Et il ressent une immense joie dans cette espèce de rien. Parce que, en fait, les moments qui sont les plus intenses dans notre vie, c'est des moments de contemplation, de silence, où on comprend vraiment tout. C'est méditatif, ça rejoint l'idée de la spiritualité que vous évoquez. Exactement. Alors Paolo, je suis tombé par hasard sur Ypsilon, le supplément culturel du journal Publico, qui mettait en exergue une phrase tirée d'une interview de vous, dans laquelle vous dites « Je préfère
Alors, je fais une traduction qui n'est peut-être pas tout à fait littérale, mais je préfère 1000 fois me trouver dans une église que dans un jardin. Oui. Donc là, vous validez. Oui, je valide. Elle a été mise même en couverture. Oui, en une. Ouais. Alors, au-delà de la question spirituelle à laquelle vous avez répondu juste avant, les églises, elles sont faites pour être vues dans la verticalité, alors qu'un jardin, il se regarde plutôt en cinémascope. J'ai remarqué que dans votre série qui s'intitule Loaded Shine, des images particulièrement épurées, l'ensemble de vos photos, elles sont réalisées en portrait, donc en vertical. Est-ce que c'est la verticalité de l'église que vous recherchez ? Non. Ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, j'ai commencé. Ce moment où j'ai arrêté de regarder le ciel et la ligne de l'horizon, qui posait toujours un problème énorme pour moi, où la mettre, la ligne de l'horizon, et qui me faisait quelque part toujours référence au cinéma, ce format horizontal. À un moment, je me suis dit que la verticalité de la chose, elle avait quelque chose à voir avec la verticalité de l'être, la colonne vertébrale, une espèce de droiteur. Et j'ai commencé à faire toutes mes photos verticales. À partir d'un moment, toutes mes photos sont verticales. Ça évite peut-être aussi la dispersion, non ? Oui, et ça concentre le regard. Ça concentre le regard et ça ne donne pas beaucoup de fuite aux gens qui regardent. Il faut remarquer, il y a pas de triptyque de Francis Bacon horizontaux. Hein. Ils sont tous verticaux. D'une certaine façon, ça met hors champ tout ce qui est inutile. Donc, et la photo n'est que ça. C'est-à-dire choisir ce qui est important, ce qui est pas important. La photo, elle enferme dans un cadre, enfin, comme la Exact. peinture d'ailleurs, et ça fait référence aussi à l'aliénation qui revient très fréquemment dans vos travaux, les personnages qui sont enfermés à la foire Arco qui se déroule aussi à Lisbonne. Oui. Ici, on voit un téléviseur dans Dans un motel au Texas. Voilà, et dans ce téléviseur, en fait, c'est la boîte dans la boîte, on voit un prisonnier en fait qui est enfermé derrière les grilles. Donc Exactement. là on fait un focus vraiment très très pointu sur l'enfermement. Ouais. Alors Paolo, avant qu'on se quitte, et puisque nous sommes à Lisbonne et que le pays vient tout juste de célébrer le 50e anniversaire de la Révolution, vous faisiez référence tout à l'heure à la dictature et à sa pesanteur, j'aimerais vous poser une question complètement à la marge de votre travail, mais en même temps qui vous concerne. Quelle est la photo subliminale que vous gardez en tête de cette journée du 25 avril 1974, alors que vous aviez donc 19 ans ? Oui, ben j'étais pas là. Alors, quelle est l'image que vous gardez en tête quand vous avez appris que la révolution avait commencé ? J'en garde aucune. Vous n'avez pas de souvenir ? Non, j'en garde aucune image de ça. Donc, je garde plutôt l'idée que finalement, on allait pouvoir parler librement, écrire librement, vivre librement. Donc, un concept beaucoup plus large qu'une simple image qui, en fait, c'est pas grand-chose, une image. Très bien. Merci infiniment, Paolo Nosolino. Alors, on peut retrouver vos images notamment dans des livres, le catalogue du Centre Pompidou, vous exposiez aux côtés de Pedro Costa et Rui Chafes. Far Cry, un livre très complet, mais aussi Penumbra et Solo, qui sont des ouvrages plus anciens pour le coup. Et en attendant une prochaine exposition, je voudrais préciser que vous collaborez à Paris avec la galerie Les Filles du Calvaire et que vous êtes représenté à Lisbonne par la galerie Quadrado Azul, que l'on retrouve facilement sur le net si l'on veut voir un peu plus en détail vos images. Voilà, je vous remercie beaucoup et obrigado, Paolo. Merci Yannick. Merci de votre écoute. Comme d'habitude, n'hésitez pas à déposer des étoiles et des commentaires sur vos plateformes préférées. Je vous retrouve très bientôt, cette fois dans un musée au bord de la mer en Normandie, afin de parler de photographie ancienne, de photographie vintage.